Beaucoup de personnes neurodivergentes, autistes, TDAH, 10, ressentent à un moment donné dans leur vie un mal-être qui est lié à leurs différences. Pourtant, elles ne réalisent pas toujours que cette souffrance ne vient pas directement de leur neurodivergence, mais plutôt du validisme qu'elles ont subi et qu'elles subissent encore peut-être, souvent à travers une série de sanctions sociales comme le harcèlement scolaire, le rejet, une absence d'empathie à l'égard de leurs difficultés ou de leurs souffrances, etc. Le gaslighting et j'en passe. J'en ai fait partie, malheureusement, pendant longtemps, j'ai cru que mon mal-être était directement causé par ma neurodivergence, alors qu'en réalité, eh bien, ce n'était pas le fait que je sois autiste et TDAH qui était le problème, fondamentalement. Non, le réel problème se situait plutôt dans ce système validiste qui a beaucoup de mal à accepter tout ce qui s'éloigne de la norme établie. Pourtant, nous sommes toutes et tous différents. Chacun a ses particularités qui lui sont propres, ce qui fait de nous des êtres uniques. Pourtant, force est de constater qu'il existe une véritable tyrannie de la norme qui pèse énormément sur nous et fait souffrir beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, avec cette vidéo, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à comment faire pour mieux vivre avec sa neurodivergence, comment trouver la paix et améliorer notre estime de nous-mêmes, loin des injonctions qui nous enferment. Je fais cette vidéo à la fois pour vous et aussi pour moi, parce que, comme vous, j'imagine, j'ai pas mal souffert de la manière dont j'ai été traitée, du rejet que j'ai vécu de la part de mes pères neurotypiques notamment. Et même encore aujourd'hui, j'en ressens encore les stigmates, et donc j'ai encore besoin aussi de travailler là-dessus. C'est donc pourquoi, entre autres choses, il me tient à cœur de parler de ce sujet. Voyons comment cette vidéo va s'articuler. Tout d'abord, on va essayer de voir ensemble comment on en vient à détester notre neurodivergence. Je trouve qu'il est toujours intéressant d'essayer d'expliquer pourquoi un problème existe, pour pouvoir ensuite agir dessus, trouver des solutions. Ensuite, nous verrons comment faire pour accepter et augmenter notre estime de nous-mêmes quand on est neurodivergent, neurodivergente dans un monde validiste, en 4 étapes ou en 4 conseils, astuces, non exhaustifs, parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres mais que moi je n'ai pas vu, je ne connais pas, mais que vous pouvez partager dans les commentaires si jamais vous avez des conseils à ajouter. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et si les sujets que j'aborde ici vous intéressent, évidemment. Je publie une vidéo chaque semaine, le dimanche, dans la mesure du possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir chaque dimanche le podcast ou la vidéo qui sortira. Voilà. Donc voilà, le blabla habituel est terminé. Je peux d'ores et déjà commencer cette vidéo en répondant à la première question qui nous intéresse. Comment on en vient à détester notre différence? Comment on en vient à se détester nous-mêmes? Les personnes neurodivergentes constituent une minorité sociale. Dans le cas de l'autisme, par exemple, seulement 1,5% de la population mondiale est diagnostiquée autiste. Qui dit minorité sociale dit souvent exclusion de cette minorité. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ces sanctions sociales, qu'il s'agisse par exemple d'exclusion ou de harcèlement, de rejet, tout ça, eh bien ça pousse beaucoup de personnes à essayer de masquer leurs particularités afin de les éviter à tout prix, ces sanctions. Les personnes autistes vont par exemple essayer de ressembler le plus possible à leur père non autiste en camouflant leurs traits autistiques pour éviter les sanctions sociales qu'elles pourraient éventuellement subir si elles n'appliquaient pas correctement les normes sociales des personnes non autistes. Un tel leur a dit que leur manière de battre des mains ou de se balancer était bizarre, alors elles ont arrêté de le faire en public. Un autre leur a reproché de tout prendre au sérieux ou de se montrer trop susceptibles. Alors elles ont cessé de se défendre face aux moqueries et ont fini par croire que tout ça était normal. Parfois elles se sont même isolées elles-mêmes parce que leurs camarades, ayant compris que le contact physique les faisait réagir, les mettait mal à l'aise, s'amusaient à les toucher malgré leur profond malaise et leur refus catégorique. Bref, toutes ces sanctions sociales ont pu mener beaucoup de personnes au camouflage autistique. Je prends ici l'exemple de l'autisme, mais le camouflage concerne évidemment d'autres neurodivergences comme le TDAH. On peut subir des sanctions sociales lorsqu'on a un TDAH, lorsqu'on est dyslexique, dyscalculique, ou même lorsqu'on est d'une classe sociale différente, qu'on est racisé dans un environnement majoritairement blanc, etc. Bref, on peut subir des sanctions sociales dès lors qu'on sort du lot,
dès lors qu'on est différent, entre guillemets. Et on va répondre à ces sanctions sociales en essayant de s'écraser le plus possible pour ne pas, justement, subir des sanctions sociales. Peu importe qu'on soit TDAH, autiste, racisé, etc., etc. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant qu'on a vu à peu près ce qui vient à nous faire détester notre neurodivergence, essayons de répondre maintenant à la question suivante. Comment faire pour accepter et augmenter notre estime de nous-mêmes quand on est neurodivergent? Plusieurs choses peuvent être mises en place pour y parvenir. Dans un premier temps, ça peut passer par le fait de mieux comprendre sa neurodivergence. Pourquoi comprendre sa neurodivergence peut être une bonne piste pour l'accepter et augmenter ne serait-ce qu'un peu notre estime de soi-même? Eh bien, il me semble que ça l'est pour plusieurs raisons que je vous présente tout de suite. Premièrement, pour mettre les bons mots sur notre vécu, notre expérience, puis pour réduire la tendance qu'on peut avoir à l'autoflagellation, ensuite pour identifier nos forces et nos besoins, et enfin pour sortir de l'isolement et retrouver du soutien en faisant partie d'une communauté. Tous ces moyens-là sont bons pour apprendre à aimer sa neurodivergence d'une certaine manière. Voyons un peu plus dans le détail chacun de ces points-là afin de mieux comprendre en quoi ils peuvent nous être utiles. En quoi le fait de comprendre notre neurodivergence peut nous permettre de mettre les bons mots sur notre vécu et sur qui nous sommes. Et qu'entends-je exactement par les bons mots ? Je vous explique ça tout de suite. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir à quel point les mots peuvent avoir un pouvoir sur le développement d'une personne. Ils peuvent être tout aussi violents que des coups physiques et surtout ils peuvent déterminer le rapport qu'une personne aura avec le monde et avec elle-même au cours de sa vie. Eh bien, c'est également ce qui se passe pour les personnes neurodivergentes à qui on a pu dire des horreurs toute leur vie. Les mots que les gens ont pu prononcer pour nous désigner a pu faire naître en nous un sentiment de décalage. Comme les gens n'ont pas arrêté de nous traiter péjorativement de bizarres, de paresseuses, de nulles, de bêtes, à l'ouest, anormales, etc., etc., eh bien on a fini par le croire, par s'approprier ces mots, ces étiquettes, comme si elles nous décrivaient factuellement, alors que ce n'était vraiment pas le cas. Et donc le fait de comprendre sa neurodivergence peut nous permettre de mettre ce que j'appelle les bons mots sur notre vécu, ou des mots qui se rapprocheraient un peu plus de la réalité de qui nous sommes réellement. Mais comment fait-on concrètement pour trouver les bons mots sur notre expérience? Eh bien en lisant des témoignages d'une part, sur internet notamment, ou dans des livres autobiographiques, des ouvrages ou des articles scientifiques qui expliquent précisément comment fonctionne telle ou telle neurodivergence qui vous concerne. En écoutant des personnes concernées sur internet qui partagent leur réalité, s'intéresser à tout cela peut nous aider à nous sentir moins seuls, à nous sentir compris et à enfin prendre conscience que toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien ne sont pas dues à notre caractère ou à notre personnalité, mais plutôt d'un fonctionnement qui est différent et d'un monde pensé pour des personnes neurotypiques. D'ailleurs, je vous invite à partager en commentaire vos ressources personnelles sur la neurodivergence, quelles sont les études scientifiques, les ouvrages, les personnalités d'internet qui vous ont permis de mieux comprendre et d'accepter votre neurodivergence. N'hésitez pas. Cela étant dit, nous pouvons poursuivre sur le point suivant, comprendre sa neurodivergence pour arrêter l'autoflagellation. Comprendre notre neurodivergence, mettre les bons mots sur ce qu'on vit, peut nous aider à réduire cette tendance qu'on peut avoir à l'autoflagellation, à l'autostigmatisation, l'autoculpabilisation que beaucoup de personnes neurodivergentes ont. Pourquoi? Eh bien parce que quand on ne connaît pas exactement notre fonctionnement, eh bien on a tendance à penser que le problème vient de nous, de notre personnalité ou de notre caractère. Par conséquent, on va avoir tendance à se culpabiliser soi-même en nous demandant incessamment pourquoi eh bien on n'arrive pas à faire telle ou telle chose comme un tel sait le faire très bien, pourquoi on est si nul au fond. Personnellement, je me suis souvent sentie comme une moins que rien. Je sais pas si c'est votre cas, mais maintenant que je connais un peu mieux mon fonctionnement, eh bien je me juge quand même beaucoup moins qu'avant. Je me juge beaucoup moins pour les tâches que je ne parviens pas à faire comme les autres. Le fait de savoir que je n'y suis pour rien m'aide à être un peu plus sympa avec moi-même. Maintenant, je sais que quand je suis incapable de rien faire pendant plusieurs jours, ce n'est pas parce que je suis une feignasse, mais plutôt parce que ma neurodivergence fait que je suis plus sensible, par exemple, à l'épuisement, à la fatigabilité, que je suis plus vite et plus longtemps submergée par mes sens et que j'ai besoin de plus de temps pour récupérer quelques cuillères, pour ceux qui connaissent. En tout cas,
pour récupérer de l'énergie tout simplement. J'ai besoin de plus de temps que les autres, voilà, donc je n'ai pas à me culpabiliser pour ça étant donné que c'est dû à un fonctionnement cérébral différent, voilà, c'est comme ça. Et en plus de ça, je peux me dire qu'au contraire, des efforts, j'en ai fourni énormément dans ma vie jusqu'au burn-out autistique et à la dépression, notamment en essayant de me conformer le plus possible au monde neurotypique. Genre ça demande un certain effort de vivre dans une société validiste qui n'est pas du tout adaptée à notre manière de fonctionner. Enfin voilà, on n'est pas des feignants, voilà, ça c'est sûr, faut vraiment l'intégrer, je pense. Avant de passer au point suivant, j'aimerais bien savoir qui est arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Et pour cela, je vous invite à écrire le mot cuillère en commentaire. Cela m'aide à rendre mes vidéos, mon travail plus visible parce que l'algorithme YouTube fonctionne ainsi, voilà, par rapport au nombre de commentaires, enfin le nombre de personnes qui interagissent avec la vidéo. Plus on interagit avec la vidéo, plus le travail est mis en avant, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire si vous le souhaitez. Je remercie chaleureusement ceux et celles qui le feront. Nous pouvons maintenant poursuivre avec le troisième point qui est apprendre à aimer sa neurodivergence en identifiant nos forces et nos besoins. Souvent lorsqu'on entend parler de neurodivergence, on entend surtout parler des déficiences ou des faiblesses qu'elles causent chez les personnes qui en sont sujettes. Par exemple, lorsque je lis des ouvrages ou des articles qui parlent d'autisme ou de TDAH d'un point de vue scientifique par exemple, je constate presque systématiquement l'utilisation des mots tels que déficit, difficulté, déficience, manque de, etc. Par exemple, le DSM-5 décrit l'autisme comme une série de déficits de la communication et des interactions sociales, comprenant un déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle, un déficit des comportements non verbaux et un déficit du développement et du maintien de la compréhension des relations. Bref, le DSM-5 a un regard assez pathologisant sur l'autisme et les autres troubles neurodéveloppementaux, tandis que certaines études font l'effort d'orienter leurs recherches sur les forces des personnes neurodivergentes. C'est d'ailleurs ce que met en avant Julie Daché, je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce, dans une publication sur LinkedIn que j'ai pu trouver en faisant mes recherches. Elle présente notamment une étude qui a été menée et qui a permis de révéler 4 forces chez les personnes autistes participantes, comme des avantages cognitifs particuliers. En effet, les personnes autistes ayant participé à l'étude ont rapporté certains avantages cognitifs, je cite, comme l'attention aux détails, la capacité à travailler de façon logique et systématique, à se concentrer de façon intense et soutenue, à reconnaître des patterns ou des motifs, mais aussi leur mémoire, leur créativité et leur sens de l'innovation. Les participants ont également rapporté travailler avec plus d'efficacité que leurs collègues non autistes, être plus précis, plus productifs, d'avoir d'excellentes capacités à s'organiser, à trouver les meilleures solutions et à être en mesure de travailler en autonomie. Ensuite, les personnes participantes à l'étude ont décrit avoir des qualités personnelles telles qu'une honnêteté accrue et un sens aigu de la justice. Et enfin, les autistes ayant répondu à l'étude ont rapporté avoir une perspective unique sur les choses grâce à leur expérience de vie en tant que personne autiste qui, je cite, leur permet d'aider les autres personnes dans des situations similaires, ce qui s'avère particulièrement utile dans les métiers du soin ou de l'enseignement. Pour autant, ne tombons pas dans la généralisation. Les personnes autistes ne forment pas un groupe parfaitement homogène. Comme le précise Julie Daché d'ailleurs dans sa publication, l'étude en question repose sur un échantillon restreint qui n'est ainsi pas représentatif de l'ensemble des personnes autistes. Par exemple, en ce qui me concerne, je ne suis pas sûre de correspondre à l'idée que les autistes travailleraient tout le temps de façon logique. Mon TDAH peut me faire manquer des détails. Si je suis en hyperfocus sur un sujet, et bien effectivement, je peux en percevoir énormément, donc de détails, de patterns, de motifs, tout ça. Mais dès que je sors de cet état de concentration intense, eh bien mon cerveau, fatalement, va va mal filtrer les informations. Et je vais perdre également en logique, donc voilà. Et par ailleurs, l'idée selon laquelle les autistes seraient tous honnêtes et auraient un sens de la justice aigu, voilà, sans limite, est loin d'être universelle. On peut être autiste et pourtant faire un salut NAZI à la télévision ou exploiter des personnes pour son intérêt personnel. Donc être autiste ne fait pas de nous des anges, faut pas voir les choses comme ça à mon avis, mais bon. C'est pour ça qu'il me semble essentiel d'aborder ces sujets avec le plus de nuances possible, pour ne pas tomber dans la simplification à outrance. Donc voilà, faut toujours prendre les choses avec énormément de pincettes, et c'est avec beaucoup de précaution,
pour éviter de dire des bêtises, tout simplement. Même si on a le droit de dire des bêtises de temps en temps, hein, c'est pas non plus la mort. Enfin, on a le droit de se tromper de temps en temps. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires. Néanmoins, il me semble juste d'identifier et de mettre en avant les capacités uniques que peuvent avoir les personnes neurodivergentes, afin de les aider à trouver une voie professionnelle ou personnelle leur permettant de s'épanouir et d'avoir une bonne qualité de vie. Pour cela, il est primordial de s'intéresser aux spécificités individuelles plutôt que de se fier aveuglément aux généralisations. Par exemple, ce n'est pas parce que plusieurs articles affirment que les autistes sont souvent très organisés et doués pour le classement qu'il faudrait systématiquement leur recommander des études de comptabilité ou d'informatique. Aussi, je pense qu'il est important de ne pas tout voir à travers le prisme de l'autisme, notamment lorsque la personne a un TDAH ou d'autres neurodivergences ou d'autres spécificités qui font qu'elle va être la personne unique qu'elle est. Je ne sais pas si je m'exprime bien ainsi ici. C'est une idée qui est encore en processus et qui peut être amenée à évoluer en me confrontant notamment à ce que vous pourrez en penser ou selon ce que vous en savez. Encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. D'ailleurs, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur cette question. Cela étant dit, passons au point suivant. En quoi le fait de sortir de l'isolement et trouver du soutien en faisant partie d'une communauté peut nous aider à prendre confiance en nous et à aimer notre neurodivergence? Je vous réponds dès maintenant. L'isolement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes neurodivergentes connaissent bien. On se sent en décalage, incompris, parfois même invisible, et à force, on peut finir par croire qu'on est seul à vivre ça, mais en réalité il existe des espaces où l'on peut rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes expériences. On peut retrouver ces personnes dans des groupes en ligne, sur Discord par exemple, ou d'autres réseaux sociaux comme Reddit, dans des ateliers organisés par le SAMHSA de notre ville par exemple. Moi je rencontre une fois par mois des femmes autistes dans un groupe de parole organisé par le SAMHSA de ma ville et c'est génial clairement. C'est un réel soulagement de pouvoir échanger librement avec des personnes qui nous ressemblent, qui ne vont pas nous juger parce qu'ils savent eux-mêmes à quel point c'est galère de comprendre les codes sociaux justement, à quel point c'est galère de vivre avec de l'hypersensibilité sensorielle, à quel point c'est galère de s'organiser, etc. au quotidien. Ce qui est difficile à trouver dans un monde neurotypique, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'être entouré de personnes bienveillantes qui nous comprennent, ça change tout sur notre confiance en nous, sur notre bien-être tout simplement. On se sent un peu plus légitime et aussi ça nous permet de mieux comprendre notre fonctionnement aussi. On peut aussi trouver du soutien concret, des conseils et parfois même on peut se faire des amis, si on le souhaite bien sûr. Mais le point le plus important à mon sens, en essayant de rejoindre des communautés de personnes neurodivergentes, c'est la possibilité que ça nous donne de prendre conscience que notre neuroatypie n'est pas un défaut ou quelque chose à gommer à tout prix, mais simplement une manière différente d'être dans ce monde. C'est à mon humble avis un moyen de reprendre petit à petit confiance en soi et d'apprendre à s'estimer un peu plus. Qu'en pensez-vous ? Des communautés sur Reddit que je vais vous partager maintenant qui vont être utiles aux personnes qui comprennent un petit peu l'anglais. Je vous conseille les communautés suivantes donc R ADHD, R Autism in Women, R Autism in Women, R Autism, R Dyslexia, R Dyscalculia. Hélas, il n'y a pas beaucoup de communautés francophones avec beaucoup de membres qui la constituent. J'en ai trouvé quelques-unes, mais voilà, qui ne comptent pas beaucoup de membres, mais je vais quand même vous les partager. Il y a notamment R TDAH France, R Autisme France, voilà. Mais sinon, voilà, vous pouvez très facilement trouver des personnes sur internet, sur Instagram notamment, sur TikTok, d'autres réseaux sociaux que peut-être vous connaissez, Twitter, bon, voilà, Blue Sky, des choses comme ça. Vous pouvez trouver facilement des personnes qui partagent leur expérience ou qui parlent d'autisme, enfin, de leur neurodivergence, etc. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, à essayer de trouver ces personnes-là sur ces réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous jugez qu'elle peut avoir un intérêt, une utilité. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si le sujet vous a intéressé. Activez les notifications afin d'être informé des publications des prochaines vidéos ou des prochains podcasts. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Salut!